Bienvenue sur Sagesse en évolution, la chaîne où nous explorons ce qui se cache derrière nos comportements quotidiens pour mieux comprendre le monde qui nous entoure et nous-mêmes. Imaginez ceci, vous êtes en pleine conversation, tout semble aller pour le mieux, et soudain, vous surprenez un regard étrange, un sourcil levé, un léger recul. Ce moment où vous réalisez que, sans le vouloir, vous avez déclenché un malaise chez l'autre. C'est perturbant, n'est-ce pas? Vous vous demandez ce que vous avez bien pu faire. Était-ce votre ton de voix, votre manière de vous tenir, ou même la façon dont vous avez regardé cette personne? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Nous avons tous vécu ces moments embarrassants où, sans le vouloir, nous avons donné une impression un peu bizarre. Ce qui est encore plus troublant, c'est que parfois, il s'agit de petites choses que nous faisons par habitude, sans même nous en rendre compte. Des gestes apparemment innocents peuvent suffire à déclencher une alarme silencieuse chez les autres. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces comportements que l'on pourrait qualifier de crépis. Ces petites habitudes qui, sans malveillance aucune, peuvent involontairement nous donner l'air étrange et faire fuir les gens. Il est fascinant de voir à quel point notre langage corporel, notre façon de parler ou d'interagir peut influencer la perception des autres. Dans une société où nous sommes constamment jugés sur la base de premières impressions, il devient essentiel de comprendre ce qui, dans nos comportements, peut être perçu comme bizarre, voire inquiétant. Peut-être pensez-vous que ces détails ne comptent pas vraiment, mais détrompez-vous. Ce sont souvent les plus petites actions qui laissent les impressions les plus durables. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours à l'aise en société, tandis que d'autres ont du mal à créer des connexions? Cela peut s'expliquer en partie par la conscience de ces petites habitudes qui passent souvent inaperçues, mais qui peuvent faire toute la différence dans une interaction. Restez avec nous, car dans cette vidéo, nous allons vous révéler ces comportements qui, bien que souvent innocents, peuvent inciter les autres à se méfier de vous. Et surtout, nous allons voir comment les corriger pour ne plus donner cette impression. Si vous avez déjà été dans une situation où vous vous êtes senti un peu à l'écart sans comprendre pourquoi, ou si vous avez déjà eu l'impression que les autres évitaient vos discussions, cette vidéo pourrait bien être la clé pour changer cela. Nous allons décortiquer ces habitudes une par une, vous montrer comment les reconnaître et vous donner les astuces nécessaires pour les transformer en comportements positifs et attrayants. Alors, préparez-vous à découvrir comment éviter ces faux pas sociaux et à comprendre ce qui peut parfois rendre les interactions humaines si compliquées. Vous ne voudrez pas manquer la suite, car les habitudes que nous allons aborder pourraient bien être les vôtres sans même que vous le sachiez. C'est parti! Plongeons ensemble dans ces comportements à éviter pour ne plus jamais être le creep de la pièce. 1. Envahir l'espace personnel. L'invasion de l'espace personnel est l'une des erreurs sociales les plus fréquentes et malheureusement, aussi l'une des plus dérangeantes. Ce concept de bulle personnelle peut sembler évident, mais dans la pratique, de nombreuses personnes continuent de trébucher sur cette règle fondamentale du savoir-vivre. Imaginez-vous en pleine discussion avec quelqu'un, et sans prévenir, cette personne s'avance tellement près de vous que vous pourriez littéralement compter les pores de sa peau. L'inconfort monte immédiatement, et votre premier réflexe est probablement de reculer, de tourner la tête ou même de croiser les bras pour recréer une barrière physique. En effet, quand quelqu'un se rapproche au point de violer votre espace, cela va bien au-delà d'une simple question de distance physique. Cela devient une atteinte à votre espace psychologique, une intrusion dans une zone que nous considérons tous comme sacrée. Dans notre société, l'espace personnel est plus qu'une distance mesurable. Il reflète le respect mutuel et l'attention que l'on porte aux autres. Cette zone tampon varie selon les cultures, les personnalités et les situations. Par exemple, dans les cultures latines, les gens ont tendance à être plus proches physiquement lorsqu'ils communiquent, alors que dans les cultures nordiques, il est courant de maintenir une distance plus marquée. Cependant, indépendamment des différences culturelles, il existe un consensus général sur le fait que l'intrusion dans l'espace personnel est perçue comme une violation des limites. Si vous avez déjà été dans un métro bondé ou une file d'attente serrée, vous savez à quel point il est désagréable d'avoir quelqu'un collé à vous, même si cela est inévitable. Alors,
Imaginez cette même situation dans une conversation où il est tout à fait possible de se tenir à une distance appropriée. L'effet est encore plus dérangeant. Se tenir trop près d'une personne lors d'une interaction peut inconsciemment activer ce que l'on appelle le mode de combat ou de fuite. Le cerveau humain perçoit une présence trop proche comme une menace potentielle, déclenchant une réaction de stress qui pousse la personne à chercher à se défendre ou à se retirer. Cette réaction instinctive est le résultat de milliers d'années d'évolution où le rapprochement soudain de quelqu'un pouvait représenter un danger. Aujourd'hui, bien que nous vivions dans une société moderne et civilisée, notre cerveau reste câblé pour réagir de cette manière. Ce qui explique pourquoi les gens se sentent souvent mal à l'aise lorsque quelqu'un envahit leur espace personnel. Il est crucial de comprendre qu'envahir l'espace personnel de quelqu'un ne signifie pas seulement se tenir trop près physiquement, mais aussi négliger les signaux non-verbaux indiquant que la personne se sent envahie. Par exemple, si vous remarquez que votre interlocuteur recule, croise les bras ou détourne le regard, ce sont autant de signaux subtils indiquant un inconfort. Ce sont des moyens pour la personne de rétablir une distance et de retrouver une certaine sécurité émotionnelle. En tant que stoïcien, il est essentiel d'être conscient de ces signaux, car le stoïcisme nous invite à être attentifs à l'autre, à pratiquer l'empathie et à respecter les besoins des personnes avec qui nous interagissons. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à développer sa propre tranquillité intérieure, mais aussi à cultiver le respect envers autrui, en tenant compte de leur bien-être. Il est important de noter que certaines personnes ont une sensibilité accrue à l'espace personnel. Pour les introvertis ou les personnes ayant vécu des expériences traumatisantes, une proximité physique trop intense peut être particulièrement anxiogène. Dans de tels cas, même une légère violation de leur espace peut susciter des sentiments d'inquiétude ou de panique. Cela ne veut pas dire qu'il faut éviter toute proximité, mais qu'il est crucial de calibrer la distance en fonction du contexte et des réactions de l'interlocuteur. En tant qu'individu, nous devons être attentifs et adaptatifs, en ajustant notre comportement pour que l'autre se sente à l'aise. Cela peut signifier prendre un peu plus de recul si l'on détecte le moindre signe d'inconfort, ou simplement demander à la personne si elle se sent bien dans la situation. Pour illustrer cela, prenons l'exemple de deux amis, Pierre et Marc, qui se rencontrent après plusieurs mois sans se voir. Pierre, enthousiaste, se rapproche instinctivement pour exprimer sa joie de revoir Marc. Cependant, Marc, qui vient de passer une journée stressante, se sent immédiatement envahi et fait un pas en arrière. Pierre pourrait interpréter cela comme un signe de froideur, mais en réalité, Marc cherche juste à retrouver un espace où il se sent à l'aise. Si Pierre comprend ce signal et maintient une distance respectueuse, il montre non seulement son respect pour les besoins de Marc, mais aussi une grande sensibilité émotionnelle. Pour éviter de tomber dans le piège de l'invasion de l'espace personnel, il suffit souvent d'un petit ajustement. Faites un pas en arrière. Non seulement cela laisse plus de place à l'autre pour respirer, mais cela montre aussi que vous respectez les limites de votre interlocuteur. Il est également utile d'observer les indices contextuels. En groupe, les gens peuvent se sentir plus à l'aise avec une proximité légèrement plus grande, tandis qu'en tête-à-tête, il vaut mieux maintenir une distance plus généreuse, surtout avec quelqu'un que vous ne connaissez pas très bien. À la fin de cette partie, retenons que le respect de l'espace personnel est une question de sensibilité sociale et d'empathie. Comprendre l'importance de maintenir une distance appropriée montre non seulement que vous êtes à l'aise dans votre propre peau, mais aussi que vous valorisez le confort de l'autre. Il ne s'agit pas de se retenir d'être spontané, mais plutôt d'être attentif à l'effet que nos actions peuvent avoir sur les autres. En cultivant cette conscience, nous améliorons nos interactions et nous nous assurons de ne pas passer pour le creep de la pièce. Cela nous amène à une autre facette de la communication interpersonnelle qui peut sembler innocente, mais qui, si elle est mal maîtrisée, peut être tout aussi perturbante. Se souvenir de trop de détails. La manière dont nous utilisons les informations que nous retenons sur les autres joue un rôle crucial dans la perception que les gens ont de nous. Alors, plongeons dans ce sujet et voyons comment éviter de franchir la ligne entre l'attention bienveillante et l'inquiétant détective privé. 2. Se souvenir de trop de détails.
Ce souvenir de détails concernant les autres semble, au premier abord, être une qualité louable. Après tout, qui n'apprécie pas d'avoir affaire à quelqu'un qui se souvient de ce qu'il a dit lors d'une conversation précédente? Cela montre de l'attention, une écoute active et une volonté de se connecter. Pourtant, il existe une frontière subtile entre être attentif et donner l'impression de suivre la vie des autres de façon obsessionnelle. Quand on se rappelle de trop de détails, surtout des choses apparemment anodines que l'autre personne a probablement oubliées, cela peut provoquer un malaise. Au lieu de créer une connexion plus profonde, on risque de passer pour quelqu'un d'envahissant, voire d'inquiétant. Il est donc crucial d'équilibrer cette capacité à se souvenir en respectant l'espace psychologique des autres et leur droit à la confidentialité. Prenons un exemple concret. Vous rencontrez quelqu'un à une fête il y a quelques mois, et dans le feu de la conversation, il mentionne qu'il a un chat nommé Minou qui adore dormir sous le canapé. Quelques mois plus tard, vous croisez à nouveau cette personne, et au lieu de commencer par des banalités, vous lui demandez « Alors, comment va Minou ? Il dort toujours sous le canapé ?» Vous pensez bien faire en montrant que vous vous souvenez de quelque chose qui lui est cher, mais l'effet produit peut être tout le contraire. L'autre personne pourrait se demander « Comment se fait-il qu'il se souvienne de ça ? Ai-je dit autre chose dont il pourrait se souvenir ?» Il ne s'agit pas d'une question de mauvaise intention, mais plutôt de l'impression que vous portez trop d'attention aux moindres détails de sa vie, ce qui peut être perçu comme intrusif. Il est important de se rappeler que les gens aiment révéler des informations sur eux-mêmes à leur propre rythme. Lorsque vous rappelez à quelqu'un un détail qu'il a lui-même oublié, vous prenez le contrôle du récit de sa vie à sa place. Vous devenez le narrateur de son histoire, ce qui peut sembler déroutant et inattendu. Dans une société où l'on valorise de plus en plus le droit à la vie privée, le fait d'être rappelé à l'ordre sur des détails qu'on n'avait pas jugés importants peut être perçu comme une violation subtile de son espace personnel. Cela ne signifie pas que vous ne devez jamais montrer que vous vous souvenez de ce que les autres vous disent, mais cela doit être fait de manière stratégique, en choisissant les moments et les détails appropriés à rappeler. Par ailleurs, le fait de se souvenir de détails très spécifiques peut inconsciemment donner l'impression que vous prenez des notes mentales sur la vie des autres, comme si vous conserviez une sorte de dossier secret sur eux. Imaginez, par exemple, que vous avez retenu la date précise à laquelle un collègue a reçu une amende de stationnement ou le plat exact qu'il a mangé lors d'un déjeuner il y a 6 mois. Ce type de mémoire peut être interprété comme une forme de surveillance passive, ce qui pousse les gens à se demander quelles autres informations vous pourriez avoir enregistrées. Même si cela part d'une intention purement bienveillante et d'une bonne mémoire naturelle, l'effet produit peut être l'inverse de ce que vous recherchez. Au lieu de paraître attentif et empathique, vous risquez de sembler trop curieux, voire obsessionnel. Le stoïcisme, en tant que philosophie, nous encourage à pratiquer l'empathie tout en restant détaché, à écouter sans chercher à contrôler ou à influencer les perceptions des autres. Dans ce contexte, il est utile de se souvenir que les informations que les gens partagent avec nous ne sont pas nécessairement des invitations à les rappeler plus tard. Il s'agit de respecter le rythme et les frontières psychologiques des personnes avec qui nous interagissons. Ainsi, au lieu d'évoquer des détails très spécifiques, il est préférable de se concentrer sur des aspects plus généraux de la conversation. Par exemple, au lieu de demander « Alors, comment va Minou, ton chat qui dort toujours sous le canapé ?» vous pourriez simplement dire « J'espère que tout va bien chez toi ». Cela laisse à l'autre personne le choix d'aborder ou non ce sujet précis. De plus, le fait de se souvenir de trop de détails peut aussi créer une dynamique de pouvoir subtile mais présente dans les relations. Si l'autre personne sent que vous vous rappelez de tout ce qu'elle dit alors qu'elle-même n'a pas une aussi bonne mémoire de vos conversations, cela peut instaurer un sentiment d'inégalité. Elle pourrait se sentir évaluée ou observée, comme si elle devait être prudente dans ce qu'elle partage, de peur que tout soit retenu et potentiellement utilisé dans une conversation future. Cela va à l'encontre de l'établissement d'un climat de confiance et de naturel dans les échanges. Un autre aspect à considérer est que le souvenir excessif de détails personnels peut aussi nuire à l'authenticité des relations.
Les relations profondes et authentiques ne se basent pas sur le nombre de détails mémorisés, mais sur la qualité de l'écoute et de l'interaction. Être un bon interlocuteur ne signifie pas avoir une mémoire infaillible, mais savoir être présent, comprendre les émotions de l'autre et répondre de manière appropriée. Parfois, il est plus important de montrer de l'empathie à travers des gestes simples, comme un sourire ou une parole d'encouragement, plutôt que de se souvenir de tous les détails d'une ancienne conversation. Se souvenir des détails n'est pas une mauvaise chose en soi, mais il faut savoir le faire avec discernement. L'objectif n'est pas de prouver que vous avez une mémoire parfaite, mais de montrer que vous êtes attentif de manière naturelle et modérée. Cela signifie reconnaître les moments où il est approprié de rappeler un détail et ceux où il vaut mieux laisser les choses se dérouler naturellement. Il s'agit de donner aux autres l'espace pour partager ce qu'ils veulent, quand ils le veulent, et de ne pas chercher à combler les silences avec des souvenirs précis qui pourraient être interprétés comme une intrusion. Cela nous amène naturellement à un autre comportement qui peut donner une impression d'intrusion, voire de manque de respect des limites. Toucher les gens trop souvent. Explorons pourquoi les gestes physiques, même les plus innocents, peuvent rapidement franchir la ligne de l'acceptable et comment faire preuve de discernement dans nos interactions physiques. 3. Toucher les gens trop souvent. Le contact physique est une forme de communication humaine très puissante, souvent plus éloquente que les mots. Un simple geste, comme une main posée sur une épaule, peut exprimer de la compassion, du soutien ou même de l'affection. Cependant, cette puissance du toucher comporte également des risques. Il peut facilement franchir la ligne entre la chaleur humaine et l'invasion des limites personnelles. Certaines personnes sont naturellement plus tactiles, et elles expriment leur proximité ou leur enthousiasme par des tapes sur le dos, des étreintes amicales, ou même des poignées de main prolongées. Toutefois, il est essentiel de reconnaître que tout le monde n'est pas réceptif à ce type de contact fréquent. Pour certaines personnes, ces gestes peuvent sembler trop personnels, trop rapides ou simplement malvenus, créant un malaise plutôt que la connexion souhaitée. Respecter les signaux non-verbaux est essentiel pour savoir si un contact physique est approprié. Lorsqu'une personne se raidit, recule légèrement ou semble tendue, cela peut être un signe qu'elle préfère éviter le contact physique à ce moment-là. Malheureusement, beaucoup de gens négligeant ces indices subtils et continuent à toucher les autres sans se rendre compte de l'inconfort qu'ils créent. Il est également important de tenir compte du contexte et de la nature de la relation. Par exemple, des amis proches ou des membres de la famille peuvent être à l'aise avec une étreinte chaleureuse, tandis qu'un collègue de travail ou une connaissance récente peut percevoir ce même geste comme une violation de son espace personnel. Il ne s'agit pas d'éviter tout contact physique, mais de l'utiliser de manière consciente et appropriée. Illustrons cela par une situation courante. Imaginez que vous êtes à une réunion de travail et qu'un collègue, connu pour être très amical, ponctue souvent ses conversations de petites tapes sur le bras ou de tapotements sur l'épaule. Pour certaines personnes, ce comportement sera interprété comme un signe d'ouverture et de camaraderie. Mais pour d'autres, notamment celles qui préfèrent garder une certaine distance dans les interactions professionnelles, ces gestes pourraient être perçus comme envahissants, voire déplacés. Cette perception est encore plus accentuée lorsqu'il s'agit d'une hiérarchie professionnelle. Un supérieur qui touche régulièrement ses subordonnés, même de manière bien intentionnée, pourrait facilement passer pour autoritaire ou condescendant. Ce n'est pas tant le geste lui-même qui pose problème, mais plutôt le sentiment d'imposition qu'il peut générer. Le toucher est un domaine délicat car il fait appel à des sensibilités personnelles et culturelles profondément ancrées. Dans certaines cultures, comme celle d'Europe du Sud ou d'Amérique latine, il est plus courant de saluer avec une bise ou de toucher le bras lors d'une conversation. En revanche, dans les cultures nordiques ou asiatiques, le contact physique est généralement plus restreint et l'espace personnel est davantage respecté. Il est donc crucial de prendre en compte les différences culturelles et de s'adapter en fonction de la personne avec laquelle vous interagissez. Si vous n'êtes pas sûr de la manière dont quelqu'un pourrait réagir à un contact physique, il est toujours plus sage d'opter pour une approche plus réservée. Ainsi, vous montrez non seulement du respect, mais aussi de l'empathie envers l'autre personne.
En tant que stoïcien, il est important de développer la capacité à observer attentivement les autres et à ajuster son comportement en fonction de leurs réactions. Le stoïcisme enseigne que nous devons être conscients de l'impact de nos actions sur les autres et cultiver une forme de sagesse sociale. Dans le cas du contact physique, cela signifie reconnaître que ce qui peut sembler naturel et amical pour nous peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. En ajustant nos gestes selon le confort de l'autre, nous manifestons un souci véritable pour son bien-être et nous établissons une relation basée sur le respect mutuel. Prenons un autre exemple, celui des salutations. Alors que certaines personnes sont à l'aise avec des accolades spontanées, d'autres préfèrent une poignée de main ou même simplement un signe de tête. Imaginez que vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et, dans votre enthousiasme, vous le prenez dans vos bras pour le saluer. Si la personne se crispe ou s'éloigne, cela peut indiquer que ce geste était inapproprié. Bien que votre intention ait été positive, l'effet peut être négatif si vous ne tenez pas compte des préférences de l'autre. Il en va de même dans des situations plus informelles. Lors d'une fête, par exemple, où l'ambiance décontractée peut donner l'impression que tout le monde est à l'aise avec les étreintes et les accolades. Or, certaines personnes, même dans ces contextes, préfèrent maintenir une distance physique. Il est également utile de considérer la fréquence et l'intensité du contact. Si vous avez tendance à toucher les gens pour souligner vos paroles ou à chercher le contact physique à chaque conversation, il peut être judicieux de vous demander si cela est vraiment nécessaire. Ce n'est pas parce que vous avez une préférence pour le toucher que les autres doivent s'y conformer. Apprenez à varier vos expressions de connexion. Utilisez des mots, des gestes de la main, des expressions faciales ou même le ton de votre voix pour communiquer chaleur et intérêt, sans nécessairement recourir au contact physique. Cela montre que vous êtes flexible et à l'écoute des préférences des autres. En fin de compte, la clé pour éviter d'être perçu comme trop tactile réside dans l'observation et l'adaptation. Les meilleurs communicateurs savent ajuster leur approche en fonction des indices qu'ils perçoivent chez leurs interlocuteurs. Si vous détectez des signaux de malaise, prenez en note et ajustez votre comportement. De même, si vous êtes naturellement tactile, il peut être utile de demander, de manière discrète et respectueuse, si la personne est à l'aise avec le contact physique. Cela montre non seulement du respect, mais également une volonté d'établir des relations saines et mutuellement confortables. Ainsi, en respectant les limites des autres, vous renforcez votre capacité à établir des relations authentiques et agréables. Il ne s'agit pas de supprimer complètement le contact physique de vos interactions, mais de l'utiliser de manière judicieuse et en tenant compte des préférences de chacun. Cette sensibilité sociale contribue à des échanges plus harmonieux et démontre une véritable considération pour les autres. Passons maintenant à un autre comportement socialement délicat qui peut facilement générer des malentendus et des malaises. Rire au mauvais moment. Même un geste aussi universellement apprécié que le rire peut, lorsqu'il est mal placé, créer une gêne palpable. Voyons comment éviter de tomber dans ce piège et apprendre à lire les situations pour rire au moment opportun. 4. Rire au mauvais moment. Le rire est souvent considéré comme le meilleur remède, une expression de joie qui permet de créer des liens et d'alléger les tensions. Cependant, comme pour tout outil puissant, son usage doit être judicieux et mesuré. Rire au mauvais moment peut transformer ce qui devrait être un instant de connexion en une situation maladroite, voire blessante. Lorsqu'une personne partage un moment difficile ou parle d'une expérience douloureuse, un rire déplacé peut être perçu non seulement comme un manque d'empathie, mais aussi comme une preuve d'insensibilité. Il peut sembler que la personne qui rit ne prend pas la situation au sérieux, ce qui peut blesser celui qui se confie. Il est donc essentiel de comprendre l'impact que le rire peut avoir sur les autres et d'apprendre à l'utiliser avec discernement. Le rire peut survenir involontairement dans les moments inappropriés pour diverses raisons. Parfois, c'est une réaction nerveuse face à une situation inconfortable. Il n'est pas rare que certaines personnes rient lorsqu'elles se sentent mal à l'aise, car le rire est une sorte de mécanisme d'autodéfense qui permet de relâcher la tension intérieure.
Imaginez quelqu'un qui apprend une mauvaise nouvelle à propos d'un proche et commence à rire nerveusement. Ce n'est pas parce qu'il trouve la situation amusante, mais parce que c'est sa façon de gérer le stress et le choc. Pourtant, pour les autres, ce comportement peut sembler choquant et malvenu, comme si la personne riait aux dépens de la gravité de la situation. Cela souligne l'importance d'apprendre à contrôler ses réactions impulsives et à être plus conscient des émotions qui circulent dans une pièce. Dans un contexte social ou professionnel, un rire mal placé peut rapidement briser la dynamique d'une conversation. Par exemple, si un collègue partage ses difficultés à gérer un projet complexe et que quelqu'un éclate de rire à ce moment-là, cela peut être perçu comme un manque de soutien ou de considération. La personne qui s'exprimait pourrait alors se sentir jugée ou minimisée, ce qui pourrait nuire à la confiance qu'elle accordait au groupe. Le rire, dans ce contexte, devient un obstacle à une communication ouverte et authentique. Au lieu d'encourager le dialogue, il le restreint, car celui qui se sent ridiculisé ou mal compris sera moins enclin à partager ses pensées à l'avenir. Le stoïcisme, qui met l'accent sur l'autodiscipline et la maîtrise des émotions, peut offrir des pistes intéressantes pour gérer cette tendance à rire au mauvais moment. En adoptant une attitude stoïque, on apprend à observer ses propres réactions et à évaluer l'opportunité de chaque comportement. Dans le cas du rire, cela signifie se demander si le moment est vraiment approprié pour exprimer cette émotion. La philosophie stoïcienne nous encourage à être pleinement présents dans l'instant, à comprendre les émotions des autres et à répondre avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. Cela implique de lire la pièce, c'est-à-dire d'observer les indices non-verbaux des personnes autour de nous, le ton de la voix, les expressions faciales, le langage corporel, pour comprendre si un moment est sérieux, triste, ou au contraire propice à la légèreté. Il est également utile de considérer la nature de l'humour dans nos interactions sociales. L'humour peut être un excellent moyen de renforcer les liens avec les autres, mais il doit être employé avec tact. Par exemple, l'humour autodérisoire peut alléger une situation tendue, à condition qu'il soit utilisé à bon escient et non pas pour éviter un sujet sérieux. Si quelqu'un utilise l'humour pour échapper à une conversation difficile ou pour masquer ses propres émotions inconfortables, il peut sembler insensible aux besoins de l'autre. Dans de telles situations, il peut être plus approprié de rester silencieux et d'écouter attentivement, en montrant que l'on est prêt à accueillir l'émotion de l'autre sans détourner la conversation avec un éclat de rire. Le rire peut également être une façon de chercher à détendre l'atmosphère lors d'un moment de silence ou de malaise, mais cela peut s'avérer contre-productif si cela empêche l'autre personne de s'exprimer pleinement. Lorsque quelqu'un partage un moment difficile ou une expérience douloureuse, le silence est parfois la réponse la plus respectueuse que l'on puisse offrir. Il montre que l'on respecte l'intensité du moment et que l'on est présent pour écouter, sans chercher à combler le vide. Trop souvent, nous ressentons le besoin de remplir les silences avec des mots ou des rires, alors que ce qui est vraiment nécessaire, c'est de donner à l'autre l'espace pour ressentir et pour s'exprimer. Prenons un exemple concret. Lors d'un dîner entre amis, l'un d'eux commence à parler d'une séparation récente et douloureuse. Tout le monde est attentif et silencieux, sauf une personne qui, soudainement, rit de manière nerveuse en disant quelque chose comme « Oh, ne t'en fais pas, tu trouveras quelqu'un d'autre en un rien de temps ». Ce commentaire, bien que probablement motivé par une volonté de réconfort, peut paraître désinvolte et nuire à l'empathie de la situation. Le rire à ce moment-là ne fait qu'ajouter à la douleur en donnant l'impression que la peine de l'autre n'est pas prise au sérieux. Dans ce genre de situation, la meilleure chose à faire est souvent de montrer son soutien par un simple geste, un regard compatissant, ou même de poser une question pour inciter l'autre à continuer de parler. Pour éviter de rire au mauvais moment, il peut être utile de pratiquer la pleine conscience. Cela signifie être pleinement présent dans chaque interaction, sans laisser nos propres pensées ou réactions automatiques prendre le dessus. Lorsqu'on sent un rire nerveux monter, il est possible de le contenir en prenant une respiration profonde ou en se concentrant sur les mots de l'autre, plutôt que sur notre propre réaction. Cette pratique permet non seulement de respecter les émotions de la personne qui s'exprime, mais elle renforce aussi la qualité de notre écoute. Le rire,
bien qu'il soit un moyen universel de créer du lien, doit être utilisé avec discernement. Ce n'est pas simplement une question de savoir ce qui est drôle ou ne l'est pas, mais de comprendre le contexte émotionnel et les besoins des autres dans une situation donnée. Il s'agit d'une forme d'empathie en action, être capable de s'adapter et de répondre de manière appropriée aux émotions des autres. En maîtrisant cet art délicat, on peut éviter de créer des malaises et au contraire, favoriser des interactions plus harmonieuses. Passons maintenant à un autre comportement social qui peut également susciter des réactions de malaise chez les autres. Le fait de fixer les gens sans cligner des yeux. Explorons comment l'intensité d'un regard peut influencer la qualité de nos interactions et comment éviter de donner l'impression de dévisager les autres de manière inquiétante. 5. Fixer sans cligner des yeux. Le contact visuel est l'un des aspects les plus puissants et subtils de la communication humaine. Il peut transmettre de la confiance, de l'intérêt, de la sincérité et même de l'affection. Mais il y a une différence entre maintenir un contact visuel engageant et fixer quelqu'un sans cligner des yeux, ce qui peut rapidement devenir dérangeant. Lorsqu'on fixe quelqu'un de façon prolongée, le regard peut sembler insistant, intrusif, voire intimidant. Pour que le contact visuel soit efficace et naturel, il doit y avoir un équilibre. Un échange visuel fluide, où l'on alterne entre regarder l'autre dans les yeux et détourner le regard à intervalles réguliers. Fixer quelqu'un de manière ininterrompue peut donner l'impression que vous analysez ou jugez la personne, comme si vous essayiez de percer ses pensées ou de déceler quelque chose qu'elle essaierait de cacher. Cette sensation d'être observé peut être inconfortable, car elle déclenche souvent une réaction défensive chez l'autre personne. Il n'est pas rare que les gens se mettent à se sentir nerveux, à détourner le regard ou à montrer des signes d'agitation lorsqu'ils se sentent dévisagés. Cette réaction instinctive est ancrée dans notre histoire évolutive. Être fixé du regard par un autre animal, par exemple, pouvait signifier une menace ou un danger imminent. Aujourd'hui, bien que nous n'ayons plus à craindre les prédateurs, l'inconfort face à un regard trop insistant persiste. Prenons l'exemple d'une conversation en face à face, que ce soit dans un contexte social ou professionnel. Si l'un des interlocuteurs maintient un contact visuel prolongé sans cligner des yeux ni détourner le regard, l'autre personne pourrait se sentir scrutée. Imaginez que vous êtes en train de parler de vos projets à un collègue et que celui-ci vous fixe avec une intensité inébranlable. Même si ses intentions sont bonnes et qu'il essaie simplement de montrer qu'il vous écoute attentivement, l'effet produit peut être déstabilisant, au point de vous faire perdre le fil de vos idées. Cette fixation rigide peut être interprétée comme un signe de jugement, de désapprobation ou d'agressivité passive, même si ce n'est pas du tout le cas. Pour maintenir un contact visuel engageant sans tomber dans l'excès, il est utile d'adopter ce que certains spécialistes appellent la règle du triangle. Cette technique consiste à alterner entre 3 points du visage de votre interlocuteur, les 2 yeux et le milieu du front. Cela permet de maintenir un contact visuel sans donner l'impression de fixer un point précis de manière ininterrompue. De plus, il est important de laisser le regard respirer en détournant les yeux de temps à autre. Cette pause visuelle, qui peut durer quelques secondes, permet de rendre le contact visuel plus naturel et moins oppressant. Il est également intéressant de considérer les différences culturelles dans l'interprétation du contact visuel. Dans certaines cultures, comme en Occident, maintenir un contact visuel est souvent perçu comme un signe de confiance et de respect. Cependant, dans d'autres cultures, notamment en Asie de l'Est, un contact visuel prolongé peut être considéré comme impoli ou même agressif. Il est donc essentiel de tenir compte du contexte culturel de vos interlocuteurs afin d'adapter votre niveau de contact visuel en conséquence. Si vous discutez avec quelqu'un qui vient d'une culture où le regard direct est moins fréquent, il peut être utile de modérer votre contact visuel afin de ne pas les mettre mal à l'aise. Parfois, le fait de fixer sans cligner peut aussi être le signe d'une tentative inconsciente d'établir une dominance dans la conversation. Certaines personnes croient, à tort, que le fait de maintenir un contact visuel intense montre qu'elles sont sûres d'elles et qu'elles contrôlent la situation.
En réalité, cela peut produire l'effet inverse et donner l'impression que vous cherchez à intimider l'autre. Le stoïcisme, qui valorise l'équilibre et la maîtrise de soi, peut nous apprendre à ne pas tomber dans ce piège. Il nous enseigne l'importance de respecter l'autre dans ses interactions, et cela inclut la manière dont nous utilisons notre regard. Plutôt que de chercher à imposer une présence par un regard fixe, il est plus efficace de montrer notre écoute attentive en adoptant un contact visuel naturel, ponctué de moments où nous permettons à notre interlocuteur de respirer. Le regard joue aussi un rôle fondamental dans la gestion des émotions. Par exemple, lorsqu'une personne partage une expérience douloureuse ou émotive, un contact visuel prolongé peut parfois être interprété comme une intrusion dans son espace émotionnel. Dans ces moments-là, il est plus approprié de baisser les yeux ou de regarder ailleurs pour permettre à la personne de ressentir ses émotions sans se sentir exposée. Le contact visuel est donc non seulement une question de communication, mais aussi de respect de l'espace personnel et émotionnel de l'autre. Pour illustrer cela, imaginons une situation courante. Vous êtes en rendez-vous avec un ami qui traverse une période difficile. Vous voulez montrer que vous êtes là pour lui et que vous l'écoutez, mais si vous le fixez constamment pendant qu'il partage ses pensées, il pourrait se sentir vulnérable, voire jugé. Au lieu de cela, optez pour des moments de contact visuel suivis de petites pauses où vous détournez les yeux, par exemple, pour réfléchir à ce qu'il dit ou simplement pour lui donner un peu d'espace. Cela démontre une empathie naturelle et permet à la conversation de se dérouler de manière plus confortable. De la même façon, lors d'un entretien professionnel, il est préférable de montrer un contact visuel équilibré. Trop de regards détournés peuvent signaler un manque d'intérêt ou de confiance en soi, tandis qu'un regard fixe et ininterrompu peut sembler agressif ou désespéré. Trouver cet équilibre montre que vous êtes engagé dans la conversation sans paraître nerveux ou dominateur. Le tout est d'être conscient de ses propres réactions. Si vous sentez que vous avez tendance à fixer les autres sans détourner le regard, pratiquez l'alternance entre contact visuel et moments où vous laissez vos yeux vaguer brièvement. Cela ne signifie pas éviter de regarder l'autre, mais plutôt de rendre le contact visuel plus naturel et fluide. Le contact visuel, bien qu'essentiel à la communication humaine, doit être utilisé avec sensibilité. Fixer quelqu'un sans cligner des yeux peut non seulement être perturbant, mais aussi nuire à la qualité de l'interaction. En équilibrant les moments où l'on regarde l'autre et ceux où l'on détourne les yeux, on crée un espace de communication plus sain, plus respectueux et plus empathique. Cela montre que nous sommes réellement présents et attentifs à l'autre, sans lui imposer un sentiment de malaise. 6. Envoyer un message juste après avoir rencontré quelqu'un. Envoyer un message juste après avoir rencontré quelqu'un peut sembler être une démarche courtoise et engageante, mais en réalité, cela peut rapidement tourner au malaise. Imaginez ceci, vous venez à peine de terminer une conversation agréable avec une personne nouvellement rencontrée, et avant même d'avoir eu le temps de rentrer chez vous, votre téléphone vibre déjà avec un message de cette personne. Bien qu'il puisse s'agir d'un geste amical, il donne souvent l'impression d'un empressement qui manque de naturel. Dans une ère où la communication instantanée est devenue la norme, il est facile d'oublier que, parfois, il est préférable de prendre du recul et de laisser les relations se développer progressivement. Lorsque vous envoyez un message immédiatement après une rencontre, cela peut être interprété comme un signe de précipitation, voire de désespoir. En cherchant à tout prix à établir un lien immédiatement, vous risquez de donner l'impression que vous êtes à la recherche d'une validation instantanée, ce qui peut mettre l'autre personne mal à l'aise. Après tout, la plupart des gens ont besoin d'un peu de temps pour réfléchir à l'interaction, évaluer s'ils ont apprécié la rencontre et décider s'ils souhaitent approfondir la relation. En envoyant un message trop tôt, vous pouvez les priver de cet espace de réflexion. Le fait de laisser les interactions respirer permet à l'autre personne de digérer l'échange, de se rappeler les bons moments et de développer un désir naturel de continuer à vous connaître. Il est important de comprendre que les relations humaines, qu'elles soient amicales, professionnelles ou amoureuses, sont comme des plantes qui nécessitent du temps pour pousser. Les arroser trop souvent ne les fera pas grandir plus vite.
Au contraire, cela risque de les noyer. De la même manière, bombarder quelqu'un de messages immédiatement après une première rencontre peut étouffer l'élan initial et donner l'impression que vous forcez les choses. Les relations se développent mieux lorsqu'elles sont fondées sur un désir mutuel d'engager des interactions plutôt que sur un sentiment d'urgence ou de besoin. Prenons un exemple concret pour illustrer cela. Imaginez que vous assistez à une soirée de réseautage professionnel où vous avez une conversation agréable avec quelqu'un. La discussion s'est bien déroulée, vous avez échangé vos coordonnées et vous vous séparez avec un sourire. Puis, avant même d'avoir quitté le bâtiment, cette personne vous envoie un message pour dire qu'elle a apprécié la discussion et qu'elle aimerait vous revoir rapidement. Ce geste, qui se veut amical, peut au contraire sembler précipité. La plupart des gens préfèrent laisser un peu de temps s'écouler pour voir si le sentiment d'intérêt persiste avant de reprendre contact. Cette précipitation peut même donner l'impression que la personne manque de retenue ou, pire, qu'elle cherche désespérément à établir un lien, ce qui peut être perçu comme une forme de pression. Les stoïciens enseignent la modération et l'autodiscipline, et cela peut être appliqué à nos comportements en matière de communication. Le stoïcisme nous apprend à ne pas nous précipiter et à laisser les événements se dérouler selon leur propre rythme naturel. Dans le contexte des relations, cela signifie qu'il faut accepter que les liens se tissent progressivement, plutôt que de chercher à les renforcer immédiatement. En adoptant cette attitude, vous démontrez non seulement de la patience, mais aussi de la confiance en vous. Vous montrez que vous n'avez pas besoin de forcer les interactions pour prouver votre valeur, et cela est souvent perçu comme un signe de maturité émotionnelle. L'envoi immédiat d'un message peut également donner l'impression que vous avez trop de temps libre ou que vous placez un poids excessif sur la rencontre. Par exemple, si quelqu'un reçoit un message de votre part peu après une rencontre, il pourrait penser que vous avez déjà placé cette interaction au centre de vos priorités, ce qui peut être interprété comme un manque de détachement ou d'indépendance. En revanche, si vous attendez quelques jours avant de contacter la personne, cela montre que vous avez une vie bien remplie, que vous n'êtes pas constamment à l'affût de nouvelles relations et que vous laissez les choses se faire de manière organique. Il est intéressant de noter que l'attente avant d'envoyer un message peut également créer un effet psychologique positif appelé l'effet de rareté. Lorsqu'une personne perçoit que vous ne vous précipitez pas pour lui parler, elle peut en venir à valoriser davantage l'interaction précédente, car elle ne sait pas exactement quand vous reprendrez contact. Cette incertitude positive peut conduire l'autre à s'interroger sur vous, à se rappeler la rencontre avec plus d'intensité et à développer un désir de renouer le contact. En créant une attente, vous augmentez la valeur perçue de votre temps et de votre compagnie. De plus, il est toujours préférable de laisser les rencontres suivre un rythme naturel. Si la rencontre a été bonne, l'intérêt mutuel persistera même après un certain délai, et la conversation reprendra d'elle-même avec plus de fluidité. Si, en revanche, l'autre personne n'était pas aussi intéressée que vous le pensiez, l'absence de message immédiat permet d'éviter de se retrouver dans une situation de malaise ou de rejet explicite. En d'autres termes, la patience vous protège d'un potentiel embarras tout en laissant la relation évoluer de manière plus authentique. Pour illustrer cette approche, considérons les premières rencontres amoureuses. Si vous avez un premier rendez-vous avec quelqu'un et que vous envoyez un message enthousiaste dans les minutes qui suivent, cela peut sembler excessif, même si vous avez passé un bon moment. En revanche, attendre le lendemain ou le surlendemain pour envoyer un message simple, du type « J'ai passé un bon moment, j'espère que toi aussi », laisse à l'autre personne le temps de réfléchir à la rencontre. Cela permet de créer une dynamique où l'on apprécie davantage la réciprocité et l'intérêt authentique de l'autre, plutôt qu'un besoin d'interaction immédiate. En conclusion, la clé est de faire preuve de modération et de donner de l'espace à l'autre. Envoyer un message tout de suite après une rencontre peut donner l'impression que vous cherchez à tout prix à cimenter la relation, alors qu'il est souvent préférable de laisser les choses se développer progressivement. Laisser les interactions respirer montre que vous avez confiance en la qualité de la rencontre et en la possibilité d'une connexion future. Cette patience n'est pas seulement une marque de respect pour l'autre personne,
mais aussi un signe de maturité et de confiance en soi. 7. S'attarder dans les conversations. S'attarder dans les conversations, même après que tout a été dit, est une erreur sociale courante qui peut facilement passer inaperçue. Lorsqu'une discussion s'éternise au-delà du point où elle aurait dû naturellement se conclure, cela peut donner l'impression que l'on cherche désespérément à attirer l'attention ou à prolonger une connexion qui s'estompe. Les meilleurs communicants savent non seulement comment engager une conversation, mais aussi quand il est temps de la terminer, afin de laisser une impression positive. Reconnaître ce moment charnière où il faut dire au revoir est crucial pour maintenir des relations saines et éviter de fatiguer son interlocuteur. Lors d'une conversation, il y a souvent des indices sociaux subtils qui indiquent qu'il est temps de clore l'échange. Cela peut se manifester par des signes physiques, comme un changement dans le langage corporel de l'autre personne. Par exemple, si elle commence à regarder autour d'elle, à croiser les bras, à jeter un coup d'œil à sa montre ou à son téléphone, il est probable qu'elle cherche à sortir de la discussion. De même, si les réponses deviennent courtes ou moins engageantes, cela peut être un signe que l'intérêt diminue. Il est important de savoir repérer ces indices, car continuer à parler dans ces circonstances peut donner l'impression que vous n'êtes pas à l'écoute ou pire encore, que vous ne respectez pas les limites sociales. Prolonger une conversation au-delà de sa durée naturelle peut également nuire à la qualité de l'échange. Les meilleurs dialogues sont ceux qui laissent un sentiment de satisfaction et d'enthousiasme, une envie de poursuivre la discussion lors d'une prochaine rencontre. Lorsque l'on s'attarde trop longtemps, le risque est de diluer l'impact de la conversation, de faire perdre de sa force aux idées échangées et de créer un sentiment de lassitude. Il vaut mieux partir sur une note positive, en laissant l'autre personne avec un bon souvenir de l'échange, plutôt que de continuer à parler jusqu'à ce que le silence gênant s'installe. Prenons un exemple simple. Vous rencontrez un collègue lors d'une pause café et entamez une discussion sur un projet en cours. Après quelques minutes, il devient clair que vous avez couvert tous les sujets pertinents. Si vous continuez à parler par politesse ou parce que vous ne savez pas comment conclure, la conversation pourrait rapidement devenir ennuyeuse. En revanche, si vous reconnaissez que le moment est venu de terminer l'échange, en disant quelque chose comme « C'était sympa d'échanger sur ce projet, on en reparlera bientôt », vous laissez une impression de clarté et de respect. Cela montre que vous êtes capable de gérer les interactions avec assurance et que vous respectez le temps de l'autre. Le stoïcisme, qui prône la modération et la maîtrise de soi, offre ici un enseignement précieux. En tant que stoïcien, il est essentiel de savoir quand s'arrêter, de ne pas chercher à prolonger indéfiniment les discussions par peur du silence ou de la fin de l'interaction. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité de mots échangés, mais la qualité de la connexion établie. En acceptant que chaque conversation a une fin naturelle, on cultive une attitude de détachement et de respect pour le moment présent. Cela permet d'éviter de se laisser entraîner par le désir de combler les silences à tout prix et de reconnaître que le silence peut parfois être aussi puissant, voire plus, qu'un discours. Une autre façon d'apprendre à clore une conversation consiste à préparer des phrases de transition. Cela peut inclure des expressions telles que « je ne veux pas te retenir plus longtemps » ou « c'était un plaisir de discuter avec toi, on se reparle bientôt ». Ces phrases permettent de montrer que vous avez apprécié l'échange tout en signalant poliment que la discussion touche à sa fin. Elles créent une transition en douceur, évitant ainsi un arrêt brutal qui pourrait sembler impoli ou brusque. En utilisant ce type de phrase, vous montrez que vous êtes attentif aux indices sociaux et que vous savez naviguer dans les interactions avec aisance. Il est également intéressant de noter que certaines personnes s'attardent dans les conversations parce qu'elles ont peur de l'isolement ou du vide social qui peut suivre. Pour elles, continuer à parler, même lorsque la discussion n'est plus engageante, est une manière de se sentir connecté et de prolonger la relation. Cependant, cette stratégie est souvent contre-productive, car elle peut donner l'impression que l'on cherche à combler un besoin personnel plutôt qu'à véritablement enrichir l'échange. En apprenant à reconnaître ces comportements chez soi, on peut mieux comprendre les motivations sous-jacentes et travailler à les corriger, en adoptant une attitude plus détachée et respectueuse du temps des autres.
La gestion du temps dans une conversation est également essentielle pour créer une impression de confiance et de professionnalisme, notamment dans le cadre du travail ou des événements de réseautage. Lors de rencontres professionnelles, les conversations ont souvent un but précis: échanger des informations, développer des idées ou établir des contacts. Si vous vous attardez trop longtemps, cela peut non seulement épuiser l'interlocuteur, mais aussi vous donner l'image de quelqu'un qui manque de discernement ou de respect pour l'agenda chargé des autres. Savoir conclure au bon moment peut renforcer votre crédibilité et montrer que vous savez gérer efficacement les interactions. Enfin, il est important de se rappeler que les meilleures conversations sont celles qui laissent place à la curiosité pour la prochaine rencontre. Si vous vous arrêtez au bon moment, vous laissez l'autre personne avec le désir de poursuivre la discussion une autre fois, créant ainsi une dynamique positive et engageante. En revanche, si vous vous attardez jusqu'à ce que la conversation perde tout intérêt, vous risquez de dissuader l'autre personne de vouloir continuer à échanger avec vous à l'avenir. La clé est de savoir quand il est temps de s'en aller, non pas par désintérêt, mais pour préserver la fraîcheur et l'énergie de l'échange. S'attarder dans les conversations peut nuire à la qualité des interactions et donner l'impression que l'on manque d'intuition sociale. Respecter les indices qui signalent que le moment est venu de clore l'échange permet de laisser une bonne impression et de maintenir une relation positive. En adoptant une approche stoïque, en restant attentif aux signaux de l'autre et en utilisant des phrases de transition pour terminer en douceur, on peut naviguer dans les conversations avec aisance et laisser les autres avec un sentiment d'appréciation. Nous voilà arrivés à la fin de cette exploration des habitudes qui, parfois, peuvent nous faire paraître un peu étranges aux yeux des autres. Tout le monde a ses petites bizarreries, et c'est ce qui fait notre singularité. Cependant, il est crucial de prendre conscience de ces comportements qui peuvent perturber nos interactions sociales et apprendre à les ajuster. Rappelez-vous qu'il est normal de commettre des erreurs, car c'est en faisant face à nos maladresses que nous grandissons. L'important n'est pas d'être parfait, mais de rester attentif à nos comportements et de s'efforcer de s'améliorer. À la fin de la journée, les relations humaines sont une question d'équilibre. Savoir quand s'impliquer et quand prendre du recul, comment écouter les autres sans les envahir, et reconnaître les limites qui permettent de respecter l'espace personnel de chacun. Cet équilibre nous aide à mieux nous comprendre et à interagir avec les autres de manière plus harmonieuse. La prochaine fois que vous vous trouverez en société, n'oubliez pas de prendre une grande respiration, de vous détendre et de laisser les connexions se faire de manière naturelle. Inutile de forcer les choses ou de se précipiter pour créer des liens. Souvenez-vous que les meilleures interactions sont souvent celles qui se développent spontanément, dans un climat de respect et de bienveillance. En adoptant cette approche, vous éviterez de tomber dans le piège de l'envahissement ou du besoin de validation immédiate. Vous apprendrez à naviguer avec aisance dans les conversations, à reconnaître quand il est temps de conclure une discussion et à faire preuve de discernement dans vos gestes et vos paroles. Être attentif aux autres, c'est aussi être attentif à soi-même. En cultivant une meilleure conscience de vos propres comportements, vous renforcez non seulement vos compétences sociales, mais aussi votre capacité à créer des relations authentiques et durables. Au fond, ce sont ces efforts pour s'améliorer et comprendre les subtilités de nos interactions qui font de nous des êtres humains capables de s'adapter, d'évoluer et de grandir. En prenant soin d'éviter les erreurs sociales que nous avons discutées, vous serez en mesure de renforcer vos connexions tout en respectant les limites des autres, ce qui est la clé d'une vie sociale équilibrée. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à les mettre en pratique et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Nous avons tous quelque chose à apprendre, et il n'y a pas de meilleure manière de le faire qu'en diffusant des idées qui nous aident à évoluer. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un pouce en l'air. Cela nous encourage à continuer à vous offrir du contenu de qualité. Abonnez-vous à Sagesse en Évolution pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et cliquez sur la cloche de notification pour être informé dès que nous publions un nouvel épisode. À bientôt, et n'oubliez pas, la sagesse, c'est un chemin que l'on parcourt ensemble.